Bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je continue la lecture de 1 mois et 100 000. C'est un peu un dialogue entre vous et moi, aussi un dialogue entre vous, et un dialogue de moi à moi. Et oui, on est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec le chapitre Interprétation de soi. Donc, j'en viens à ceci. Ne dites jamais plus que l'approbation de votre conscience vous suffit. Quand vous avez commis telle action, hier, aujourd'hui, il y a une minute, et maintenant, maintenant, vous voilà prêt à admettre que vous auriez peut-être agi de façon différente. Et pourquoi? Vous pâlissez? Peut-être connaissez-vous aussi à présent qu'il y a une minute, vous étiez un autre? Mais oui, pensez-y bien. Une minute avant que ne se produise le fait qui vous occupe, vous étiez non seulement un autre, mais aussi 100 autres, 100 000 autres. Et il n'y a pas lieu d'en être surpris. Êtes-vous bien sûr que vous serez demain celui que vous affirmez être aujourd'hui? La vérité, c'est que ce sont là des interprétations. Aujourd'hui, vous vous fixez dans une forme. Demain, vous vous fixerez dans une autre. Je vous dirai plus tard comment et pourquoi. Ou plutôt, je vous le dis tout de suite. Avez-vous jamais vu construire une maison? Moi, souvent, à Richelieu même, et j'ai pensé. Voyez donc de quoi l'homme est capable. Il mutile la montagne, il en extrait des pierres, il les équarrit, les dispose les unes sur les autres, et d'un bloc de montagne, il fait une maison. Moi, dit la montagne, je suis la montagne et je ne bouge pas. Tu ne bouges pas? Mais regarde donc ces chariots traînés par des bœufs. Ils sont chargés de ta substance, de tes pierres. Ils t'emportent par charretée, ma chère. Tu te figures demeurer ici? Pourtant te voilà déjà à 2000 plus loin dans la plaine. Où cela? Mais dans ces maisons, ne vois-tu pas? L'une jaune, l'autre rouge, une autre blanche, à 2, 3, 4 étages. Et tes êtres, tes sapins, tes noyers, les voici, chez moi. Vois comme nous les avons bien façonnés. Qui le reconnaîtrait dans ces sièges, ces armoires, ces étagères? Toi, montagne, tu dépasses tellement l'homme. Et toi aussi, être, et toi, sapin. Mais l'homme a beau n'être qu'une infime bestiole, il possède en lui quelque chose que vous n'avez pas. À se tenir toujours debout, c'est-à-dire dressé seulement sur deux pattes, il se fatiguait. Et quand il s'étendait par terre, à la manière des autres bêtes, il se sentait mal à son aise et courbaturé, d'autant plus qu'ayant dépouillé son pelage, sa peau était devenue plus fine. Alors, il vit l'arbre, et il s'avisa qu'il en pourrait tirer parti pour s'asseoir plus commodément. Puis il s'aperçut que le bois manquait de moelleux, et il le capitonna. Il dépeça les bêtes vassales, en tondit d'autres, revêtit le bois de cuir, mit de la laine entre le cuir et le bois, et béatement s'étendit dessus. Ah, qu'on est bien ainsi! Le chardonneret chante dans sa petite cage suspendue à la fenêtre. Peut-être sent-il l'approche du printemps. Hélas, peut-être y est-elle sensible aussi, l'ancienne branche de noyer devenue siège, qui craque à présent au chant du chardonneret. Peut-être communique-t-il par ce chant et ce craquement l'oiseau captif et le noyer réduit à l'état de chaise. Que vient faire ici la maison? Il vous semble que ce discours sur la maison ne rime à rien, parce qu'à présent, vous la voyez telle qu'elle est, votre maison, parmi les autres dont se compose la ville. Vous êtes entouré de vos meubles, choisis par vous, selon vos goûts et vos moyens, pour votre commodité. Ils dégagent autour de vous un sentiment de doux confort familial, imprégnés comme ils sont de tous vos souvenirs. Ce ne sont plus des choses, mais presque des parties intégrantes de vous-même, en lesquelles vous pouvez toucher et sentir ce qui vous semble la réalité tangible de votre existence. Qu'ils soient de hêtres ou de noyers et de sapins, vos meubles sont comme les témoins de votre intimité domestique. Ils créent cette atmosphère particulière qui flotte dans toute la maison et qui pénètre votre vie d'un parfum auquel on est d'autant plus sensible quand on en est privé, c'est-à-dire aussitôt que nous entrons dans une demeure étrangère où l'ambiance est différente. Cela vous ennuie, je le vois, que je vous ai rappelé les êtres, les noyers, les sapins de la montagne. Comme si déjà ma folie commençait un peu à vous gagner. Vous vous offusquez de tout ce que je vous dis et vous demandez pourquoi, mais à quoi ça rime ceci? En plein air. Allons. Ne craignez pas que je détruise vos meubles, votre paix et votre amour de la maison.
de l'air, de l'air. Quittons la maison, quittons la ville. Je ne dis pas que vous puissiez beaucoup vous fier à moi, mais n'ayez pas peur. En avant, vous pourrez me suivre jusqu'à cet endroit où la rue avec ses maisons débouche dans la campagne. Oui, ceci est une rue. Vous craignez sérieusement que je puisse vous dire non ? Une rue empierrée. Prenez garde à ces degrés. Et voici des réverbères. Avancez en toute sécurité. Ah, ces montagnes bleues, lointaines. Je dis bleues. Vous vous dites aussi bien bleu, n'est-ce pas ? D'accord ? Et ici, tout près, le bois des châtaigniers. Des châtaigniers, non ? Voyez-vous ? Voyez-vous comme nous nous entendons ? De la famille des cupulifères, des marronniers. La vaste plaine devant vous, verte, hein ? Pour vous comme pour moi, verte, disons-le, puisque nous nous entendons à merveille. Et là, dans ce pré, regardez le flamboiement des coquelicots pourpres au soleil. Hein ? Comment ? Des bonnets rouges d'enfants ? Mais quel aveugle je fais ! Des petits bonnets de laine rouge, vous avez bien raison. Et moi, qui les prenais pour des coquelicots. Votre cravate est rouge. Ah, l'allégresse éparse dans cette fraîcheur verte et bleue, cette clarté, ce soleil. Vous ôtez votre feutre gris, vous avez trop chaud ? C'est que vous êtes gras, bien en chair. Dieu vous protège. Si vous voyez les petits carrés noirs et blancs sur votre pantalon par derrière, ôtez votre jaquette, elle est trop. La campagne, quelle paix différente de celle des villes. Vous éprouvez une sorte d'anéantissement. Ouais. Mais si vous pouviez me dire où elle se trouve, je parle de la paix. Non, ne craignez rien, ne craignez rien. Vous voyez, vous croyez vraiment que la paix se trouve ici ? Entendons-nous, de grâce. Ne rompons pas cet accord parfait. Pour moi, il n'y a ici que ce que je constate en moi. Une stupidité infinie qui se traduit sur votre visage et sur le mien aussi par une expression de béatitude niaise. Mais nous l'attribuons au voisinage de la terre et des plantes qui semblent vivre pour vivre, ce qui ne peut que dans cet état de stupidité. Disons que ce que nous nommons la paix réside en nous. Ne trouvez-vous pas ? Et savez-vous d'où elle provient ? Du fait très simple que nous nous sommes évadés de la ville, monde artificiel composé de maisons, de rues, d'églises, de places. Artificiel, non seulement à cause de tout cela, mais aussi parce qu'on n'y vit pas à seule fin de vivre. Telles les plantes, sans la conscience d'exister, on y a introduit une raison de vivre qui n'y était pas, un sens et une valeur à l'existence. Sens et valeurs que vous perdrez ici, en partie tout au moins, et dont l'affligeante inanité vous frappe. Une langueur mélancolique vous envahit. Je comprends. Dépression nerveuse. Besoin aigu de vous abandonner. Tout votre être se dissout et s'abandonne. Nuages et vent. Ah, ne plus avoir conscience d'exister comme une pierre, comme une plante. Ne même plus se rappeler son propre nom. Étendu là, sur l'herbe, les mains nouées à la nuque, regarder au ciel bleu les nuages, blancheur éblouissante, qui vogue gonflée de soleil. Écoutez le vent, là-haut, entre les châtaigniers, comme une rumeur de mer. Nuages et vent. Hélas, hélas, dites-vous, rien que des nuages et du vent. Et ne vous semble-t-il pas que ce soit déjà beaucoup d'observer et de reconnaître que ce qui vogue là-bas, lumineux à travers l'immensité azurée du vide, ce sont des nuages. Le nuage sait-il par hasard qu'il existe ? Pas plus que ne le savent l'arbre et la pierre, qui s'ignorent eux aussi et ils sont solitaires. En observant et en reconnaissant le nuage, vous pouvez penser aussi aux métamorphoses de l'eau, qui se mue en nuage pour se redissoudre en eau. Une bien belle chose, oui. Et un méchant petit professeur de physique suffirait pour vous expliquer ces phénomènes. Mais pour vous expliquer le pourquoi du pourquoi, écoutez. Écoutez là-haut dans le bois du châtaignier des coups de hache, en bas dans la carrière des coups de pique. Mutiler la montagne, abattre des arbres pour construire des maisons. Là, dans la vieille cité, d'autres misères. Misère, angoisse, fatigue de toutes sortes. Pourquoi ? Mais pour aboutir à la cheminée, et pour que cette cheminée jaillisse ensuite un peu de fumée, vite dispersée par le néant de l'espace.
Et pareil, cette fumée, tous les souvenirs, toutes les pensées des hommes. Nous sommes à la campagne. Une langueur nous a dissous les membres. Il est naturel qu'illusion et déception, douleur et joie, espoir et désir nous apparaissent vains, fugaces, en face du sentiment qui nous dégorge les choses qui demeurent et les dominent impassibles. Il suffit de regarder ces hautes montagnes là-bas, par-delà les vallées, lointaines, s'estompant à l'horizon, légères dans le couchant glacé de rose. Voilà, étendu sur l'herbe, vous lancez en l'air votre vieux chapeau de feutre et presque tragique, vous vous exclamez « Ah, ambition humaine !» En effet, quel cri de victoire, parce que tout comme votre chapeau, l'homme s'est mis à voler. Il a fait l'oiseau. Mais regardez voler un véritable oiseau. L'avez-vous vu? La plus légère, la plus naturelle, facilité qui s'accompagne d'un tri de joie. À présent, pensez au gauche appareil vrombissant et à l'épouvante, à l'inquiétude, à l'angoisse mortelle de l'homme qui veut faire l'oiseau. Ici, un bruissement d'ailes et un tri. Là, un moteur trépidant et puant. Et la mort devant lui, le moteur se détraque, le moteur s'arrête. Adieu, oiseau. Homme, dites-vous, étendu là, sur l'herbe, renonce à voler. Pourquoi veux-tu voler? Et quand as-tu volé? Bravo. Ceci, vous le dites ici à présent, parce que vous êtes à la campagne, étendu sur l'herbe. Levez-vous, retournez à la ville, et à peine rentré, vous comprendrez tout de suite pourquoi l'homme veut voler. Ici, vous avez vu l'oiseau, vrai, qui vole pour de vrai. Et vous avez perdu le sens et la valeur des ailes fictives, du vol mécanique. Vous le retrouverez de nouveau, là où tout est factice et mécanique, réduction et construction. Un autre monde dans le monde. Un monde fabriqué, truqué, machiné, un monde d'artifice, de déformation, d'adaptation, de fiction, de vanité. Un monde qui n'a de sens et de valeur que pour l'homme qui en est l'artisan. Allons, attendez que je vous donne la main pour vous relever. Vous êtes gros, vous. Attendez, il vous est resté au dos un brin d'herbe. Là, partons. Regardez à présent ces arbres alignés le long des trottoirs qui de ci de là bordent notre corso de Porta Vecchia. Quel air lamentable ils ont, pauvres arbres citadins tondus et peignés. Les arbres ne pensent probablement pas plus que les bêtes ne raisonnent. Mais s'ils pensaient, et s'ils pouvaient parler, qui sait ce que diraient ces malheureux que nous forçons à pousser en pleine ville pour nous donner de l'ombre? À se voir ainsi réfléchis dans les vitrines de boutiques, ils semblent demander ce qu'ils font là, parmi cette foule affairée, dans le tumulte bruyant de la vie urbaine. Plantés depuis bien des années, ils sont restés de misérables arbrisseaux rabougris. À la vérité, ils ne semblent pas pourvus du sens auditif. Mais qui sait si les arbres, pour croître, n'ont pas besoin de baigner dans le silence. Êtes-vous jamais allé à la petite place de l'Olivella, hors des murs, à l'antique cloître des Trinitaires blancs? Cette petite place, quel air de songe et d'abandon. Et quel étrange silence quand, sur les tuiles noires et moussures du vieux couvent, on voit poindre, si bleu, le rire du matin enfant. Tous les ans, la terre, dans sa stupide maternité ingénue, cherche à mettre ce silence à profit. Peut-être se figure-t-elle que la petite ville n'existe plus et que les hommes ont déserté la petite place. Et elle tente de la reconquérir en allongeant tout doucement, chut, chut, des brins d'herbe entre les pavés. Rien de plus frais, de plus tendre que ce frêle et timide gazon qui bientôt verdit la place entière. Mais hélas, il ne durera pas plus d'un mois, car c'est ici la ville, défense aux brins d'arbre 10 poussées. Tous les ans surviennent 4 ou 5 balayeurs qui les arrachent avec leurs outils de fer. J'ai vu l'an dernier 2 oiseaux qui, au grincement de cette ferraille, sur leurs dalles grises et raboteuses, voletaient de la haie à la gargouille du cloître et de là retourner à la haie en secouant leur petite tête avec un regard de travers comme s'ils demandaient ce que les hommes pouvaient bien faire. Ne le voyez-vous pas, petits oiseaux, leur dis-je, ne voyez-vous pas ce qu'ils font? Ils font la barbe aux vieux pavés. Les 2 oiselets s'enfuirent horrifiés. Bonheur d'avoir des ailes et de pouvoir fuir. Combien d'autres bêtes qui ne le peuvent pas sont prises, réduites en captivité et domestiquées dans les villes et les campagnes. Que leur asservissement forcé aux étranges besoins de l'homme est triste.
Que peuvent-elles y comprendre? Elles traînent la charrette, elles tirent la charrue. Mais peut-être bêtes, plantes et choses possèdent-elles aussi, pour leur compte personnel, un sens spécial et une valeur qui échappent à l'homme prisonnier des formules qu'il leur a assignées aux unes et aux autres, et à l'égal desquelles la nature à son tour manifeste une ignorance profonde. Il faudrait un peu plus d'entente entre l'homme et la nature. Trop souvent, la nature se divertit à faire sauter toutes nos constructions ingénieuses, cyclones, tremblements de terre. Mais l'homme ne s'avoue pas vaincu. Bestiole acharnée, il reconstruit, prenant par tous ses matériaux de construction, car un instinct indéfinissable pousse à construire, à transformer à sa façon la matière que lui offre la nature, peut-être ignorante, et lorsqu'elle y consent, patiente. Encore, s'il se contentait des choses dont, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas démontré qu'elles possèdent la faculté de souffrir de nos adaptations et de nos constructions. Mais non, l'homme puise en lui-même ses matériaux et se construit comme une maison. Croyez-vous connaître si vous ne construisez pas d'une manière quelconque? Et puis-je vous connaître si je ne vous construis pas à la mienne? Et vous, moi, si vous ne me construisez pas à la vôtre? Nous ne connaissons que ce à quoi nous parvenons à assigner une forme. Mais que vaut cette connaissance? Cette forme correspond-elle à l'objet lui-même? Oui, pour moi, tout comme pour vous, mais pas de façon identique pour vous et pour moi. Si bien que je ne me reconnais pas dans la forme que vous m'attribuez. Et réciproquement. La même chose n'est pas pareille pour tous. Elle peut même continuer à se transformer pour chacun de nous, et de fait, elle se modifie sans cesse. Pourtant, la forme momentanée que nous attribuons à nous-mêmes, aux autres et aux choses constitue l'unique réalité qui existe à nos yeux. La réalité que je possède pour vous réside dans la forme que vous m'attribuez. Mais c'est une réalité à votre usage et non au mien. Celle que vous avez pour moi consiste dans la forme que je vous prête, mais c'est une réalité à mon usage et non au vôtre. En ce qui me concerne, je n'ai d'autre réalité que celle que je me confère. Et comment? En me construisant. Ah, vous vous figurez qu'on ne construit que les maisons. Je me construis sans cesse, moi. Et je vous construis et vous en faites autant. Et ce travail de construction dure aussi longtemps que les sentiments qui ont servi à l'édifier et que la volonté qui l'a cimenté. Du reste, pourquoi préconise-t-on la volonté et la constance dans les sentiments? Parce qu'il suffit que celle-ci vacille un peu et que celle-là s'altère ou se modifie faiblement, et adieu notre réalité, nous nous apercevons aussitôt qu'elle n'était qu'illusion. Donc, volonté bien trempée, constance dans les sentiments, restez ferme, pour ne pas sombrer dans le vide, pour ne pas vous exposer à de décevantes surprises. Mais quelle belle construction on aura à échafauder! Ce cher Jean-G. Non, mon chéri, tais-toi. Tu crois que je sais pas ce qui te plaît ou ce qui te déplaît? Je connais bien tes goûts et ta façon de penser, va. Combien de fois Dida, ma femme, ne m'avait-elle pas tenu ce langage? Et moi, imbécile, je n'y avais jamais attaché d'importance. Certes, elle connaissait son Jean-G mieux que je ne la connaissais moi, puisqu'elle se l'était fabriqué de toutes pièces. Un pantin, nullement. Le pantin, s'il y en avait un, c'était mon moi véritable. Tyrannie, substitution, allons donc. Pour tyranniser quelqu'un, il faut que ce quelqu'un existe. Pour le remplacer, il faut également qu'il existe et qu'on puisse le prendre par les épaules, le tirer en arrière et mettre un autre à sa place. Or, Dida, ma femme, ne m'avait jamais ni tyrannisé, ni remplacé. Elle aurait, au contraire, crié à la violence arbitraire et à la substitution si, me rebellant et affirmant ma volonté d'exister à ma manière, je m'étais débarrassée de son Jean-G. Car pour elle, son Jean-G seul existait, alors que moi, je n'avais jamais eu d'existence. Pour elle, ma réalité, c'était le Jean-G forgé par elle, animé de pensées, de sentiments et de goûts qui n'étaient aucunement les miens, et que je n'aurais pu modifier en rien, sans risquer de devenir aussitôt un autre qu'elle n'aurait plus reconnu, un étranger qu'elle n'aurait ni compris ni aimé. Par malheur, je n'avais jamais su couler ma vie dans un moule déterminé. Je ne m'étais jamais affirmée avec fermeté d'une façon qui me fût personnelle et particulière, soit parce que je n'avais jamais rencontré d'obstacle qui suscita en moi une volonté de résistance et d'affirmation devant les autres et moi-même, soit à cause de cette disposition d'esprit
qui me portait à sentir et à penser le contraire de ce que peu auparavant j'avais pensé et ressenti. C'est-à-dire à analyser et à désagréger en moi toute formation mentale et sentimentale par des réflexions incessantes et souvent contradictoires, soit enfin, à cause de ma nature, encline à céder, à s'abandonner à la discrétion d'autrui, moins par faiblesse que par indifférence, et résignation anticipée aux ennuis qui pourraient en résulter pour moi. Et voilà qu'il s'en produisait. Je ne me connaissais pas du tout. Je n'avais pour moi aucune réalité propre. J'étais comme en état de continuelle fusion, presque fluide, malléable, et les autres me connaissaient chacun à sa manière, selon la réalité qu'ils m'avaient conférée, c'est-à-dire qu'ils voyaient en moi un Moscarda que je n'étais pas, n'étant moi-même, à proprement parler, personne pour moi. Autant de Moscarda qu'ils étaient d'individus, tous plus réels que moi, qui n'avaient, je le répète, aucune réalité. Jean-G, lui, en possédait une pour ma femme Dida. Mais cela ne me concerne guère, parce que je vous assure qu'il serait difficile d'imaginer créature plus stupide que le Jean-G chéri de ma femme Dida. Le plus beau, c'est qu'elle ne voyait pas son Jean-G sans défaut, mais elle lui passait tout. En lui, bien des choses lui déplaisaient parce qu'elle ne se l'était pas fabriquée absolument conforme à son idée, selon son goût et son caprice. Mais à la façon de qui alors ? Toujours pas à la mienne, car je le répète, je ne réussissais pas en vérité à reconnaître pour mien les sentiments, les goûts et les pensées qu'elle prêtait à son Jean-G. Et il est clair que si elle les attribuait, c'était que selon elle, Jean-G avait ces goûts-là, pensait et sentait ainsi, à sa façon à lui, spécifiquement sienne, selon sa réalité à lui, qui, je le répète, n'avait rien en commun avec la mienne propre. Je la voyais parfois pleurer pour certains chagrins que lui causait Jean-G. Parfaitement. Et si j'interrogeais, mais pourquoi chérie ? Et elle répondait, ah tu me le demandes ? Est-ce que tu viens de me dire ne te suffit donc pas ? Moi ? Oui, toi. Toi, mais quand ? Voyons quoi, donc ? Quoi ? Pardon. Ah, je demeurais stupéfait. Manifestement, les paroles que je prononçais avaient un sens pour moi seul. Celui que ces paroles de Jean-G revêtaient pour ma femme était tout différent. Certains mots, qui dits pour moi ou par un autre, ne lui auraient causé aucune peine, la faisaient fondre en larmes venant de Jean-G, parce que dans la bouche de Jean-G, il prenait Dieu sait quelle signification et la faisait pleurer. Mais oui, pleurer. C'est le moment pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une très belle nuit ou une très belle journée. C'était donc Lucio Pirandello et je vous invite à continuer à lire la suite. Je vous dis à très très vite et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Ciao, ciao, bye bye.